Bonsoir à tous. Qu'est-ce que je voulais dire pour commencer? J'avais une déclaration solennelle à faire, puis pof, au moment où... Ah oui, si, je voulais dire programme de la soirée. Ah, c'est très bien. Parce que beaucoup d'auditeurs disent votre programme. Ça leur permet comme ça de regarder la télévision si ça les intéresse pas. Si, c'est vrai. Donc, programme de la soirée. Voilà, j'ai réinvité ce soir le docteur Dor. Alors, vous allez dire, encore l'histoire d'avortement, il nous emmerde, Beketch. Oh, il nous ennuie, pardon. Oui, c'est vrai, il y a un peu tôt quand même. Non, pas du tout. On va parler avec le docteur Dor et avec Vinnie Vermeulen, puis peut-être avec le docteur Tremblay, s'il peut se libérer et nous rejoindre, de ce qui s'est passé jeudi dernier sur... quelle chaîne? France 2? C'était sur la 2, sûrement. France 2. France 2. L'émission de M. Benyamin et Naon, qui a consacré un reportage, oui, c'est un reportage, aux associations anti-avortement. Et je dois dire que quand j'avais vu l'émission sur Le Pen, vous vous rappelez, dans la même, le reportage sur Le Pen, dans la même émission d'ailleurs, c'était envoyé spécial aussi, je m'étais dit on peut pas faire pire dans le mensonge audiovisuel. C'est pas possible d'aller plus loin dans le trucage, le mensonge, l'ignominie, la désinformation, l'injure, la diffamation, la calomnie. On peut pas aller plus loin. Eh ben si, on pouvait aller plus loin. Alors, et ces gens-là, ceux qui ont fait le reportage, les journalistes qui ont fait ce reportage, enfin les journalistes, oui, oh bah oui, appelons-les les journalistes, sont arrivés à dépasser leurs grands frères dans l'ignoble. Alors on va en parler, on va décortiquer leur méthode, et j'ai demandé au docteur Dor et à Vinnie Vermeulen de revenir parce que je les avais prévenus, je leur avais dit vous verrez ce que ça sera. Et comme je préviens toujours les gens de la famille en disant ne vous prêtez pas à ça. Bon, ils se croient tous plus malins que les autres. Et ben voilà, c'est gagné comme ça. Et on va parler des suites, parce qu'il y aura des suites judiciaires. Il va y avoir plusieurs plaintes qui vont être portées pour diffamation, injure, diffusion de fausses nouvelles, etc., etc. Et ça va être des procès intéressants, parce que ça va être des procès qui vont permettre d'établir si oui ou non on peut faire n'importe quoi avec des images et de la musique. On en parlera. Voilà, ça c'est la partie importante. Oui, la partie importante de l'émission. Ensuite, je recevrai la mer agitée, vous comprendrez ce que ça veut dire. Ensuite, on aura Marc Dem. Et puis ensuite, ça sera le tour de Daniel Amiche. Mais avant, je voudrais vous dire que je suis abasourdi littéralement, de surprise. Parce que je lisais, je voyais à la télévision, j'entendais à la radio, plein d'articles, plein de présentations sur le film de 6 heures en 2 parties de 3 de Rivette, Jeanne Lapucelle, interprétée par, comment elle s'appelle celle-là? Sandrine Bonnaire. Sandrine Bonnaire. Alors j'avais lu des interviews de Sandrine Bonnaire qui m'étaient apparues naturellement comme une parfaite idiote, mais enfin ça, de la part d'une très intellectuelle. Hein, oui, mais de la part d'une comédienne, c'est pas étonnant, parce que les comédiens, on leur demande pas après tout d'être des super musclés. On leur demande pas de. Voilà. Maintenant, si on leur demande si, de maintenant on leur demande de faire semblant. On leur demande surtout de dire du mal de Le Pen. Le gag, par exemple, c'est cette petite nénette... Béard, la petite Béard. Béard, voilà. Comment elle s'appelle son prénom? Emmanuelle Béard. Elle a dit l'autre jour, on l'interview sur sa carrière, tout simplement. Bon, on lui posait pas de questions. Elle dit, moi, je déteste Le Pen. Un jour, je l'ai croisé, j'ai voulu me jeter sur lui pour lui cracher au visage. Et des amis m'ont retenu. Ils ont eu tort. Elle aurait eu la Palme d'Or. Ils ont eu tort, mais bien sûr, elle aurait fait une carrière beaucoup plus rapide. Donc... voilà, c'est ce qu'on demande aux comédiens, pas plus que ça, dire du mal de Le Pen, mais on leur demande pas de s'exprimer sur l'histoire, sur la géographie, sur la littérature, surtout pas. Les comédiens, c'est des tuyaux, hein. Ils sont remplis de ce qu'on met dedans. Pas tous, il y a aussi des comédiens intelligents. Je vais en inviter un soir ici, vous allez découvrir, Guy Grosso. Voilà, un homme, vous connaissez Guy Grosso, de Grosso et Modo. Évidemment, sur le plan physique, il est moins attirant que Emmanuel Béard. Que Sandrine Bonnaire, je suis pas sûr, mais que Emmanuel Béard, ça fait pas de doute. Mais qu'est-ce qu'il est drôle et charmant. Voilà un homme qui prouve qu'on peut être comédien et intelligent. Donc finalement, ma démonstration ne vaut rien. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, ayant lu Sandrine Bonnaire qui disait « Moi, je rentrais jamais dans les églises parce que j'avais peur », je me suis dit que c'était peut-être pas le personnage idéal pour incarner Jeanne. C'est une bonne comédienne. Oui, d'accord. Bon, ça c'est les opinions de Victoria qui n'engage qu'elle d'ailleurs. En tout cas, ce matin, enfin cet après-midi, plutôt à midi, j'ouvre mon présent. Et que lis-je?
Que lis-je? Vous auriez dû déjà lire hier. Non, mais hier j'ai lu. C'était annoncé. Mais c'était annoncé, mais je ne me doutais pas que ça serait à ce point-là. Je lis non seulement un papier dithyrambique de Caroline Parmentier, dont je m'en vais vous infliger la lecture. Oh, pas tout. Si, parce qu'il est superbe. Mais un papier à la une, en bandeau de une, de Jean Madiran, qui dit, Jeanne, aujourd'hui encore signe de contradiction, et qui dit, c'est un film surnaturel. Une grâce peut-être frappe à la porte des cœurs silencieux. Et il dit, il faut aller voir ce film. Alors, du coup, je me suis précipité. C'est Pernou qui a gagné, alors. C'est Régine Pernou qui a gagné. Non, mais alors, je vais aller le voir. J'étais pourtant bien résolu à n'y point aller. Ah, ben moi aussi. C'est joliment dit, ça. C'est très bien. Vous êtes dans le style de l'époque. Voilà, c'est ça. Eh bien, alors voilà ce qu'écrit Caroline Parmentier. Elle commence comme moi, si j'ose dire. Il y avait de quoi être inquiet. Je ne cacherai pas mon étonnement. Les chemins du Seigneur sont impénétrables et la Jeanne d'Arc de Jacques Rivette est de Dieu. Une sainte à genoux, une guerrière debout, magnifique, bouleversante et tellement proche. Pour tout ce qui est de cette première partie, en tous les cas, on reste touché, enchanté par la grâce qui porte le film. Quelque chose d'un chef-d'œuvre né, comme l'avait écrit Brasillac dans sa préface du procès de Jeanne d'Arc, de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille de 19 ans visitée par les anges et de quelques prêtres muets pour l'occasion en tortionnaires. Un prodigieux dialogue entre la sainteté, la cruauté et la lâcheté. La Jeanne d'Arc de Rivette, somptueusement incarnée par une Sandrine Bonnaire inspirée, s'approche bien du génie à la fois religieux, civique, militaire et politique de la plus grande sainte de France, avec surtout tellement bien rendu ce naturel éclatant, cette jeunesse insolente, cette gaieté, ce bon sens, cette paix de l'âme qui explose littéralement à l'écran. Jacques Rivette explique que sa jeunesse a été nourrie par la lecture de Charles Péguy et cela se voit. Ici, aucune ambiguïté, aucun doute, aucun malaise comme le cinéma français nous y avait habitués sur de tels sujets avec le Thérèse de Cavalier et Sous le soleil de Satan de Piala. Le réalisateur n'esquive pas le mystère chrétien, que ce soit volontairement ou involontairement. Il est bien là, écrasant de clarté. Jeanne le dit très précisément, elle est de Dieu, elle est guidée par les voies de Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint Michel. Quand elle prie, ce n'est pas en levant vaguement au ciel des yeux d'illuminés, mais en se mettant à genoux devant la statue de la Sainte Vierge Marie, en joignant ses mains, en récitant le Notre Père, ou en répondant à haute voix au conseil de ses voix. Merveilleuse scène aussi qui en annonce d'autres si pénibles que celle où elle est confrontée aux juges ecclésiastiques de Poitiers. Elle leur répond avec une force sublime et invite le dauphin à lui confier l'armée qu'elle réclame. Si l'on devait relever dans cette première partie une faiblesse, ce serait sans aucun doute le petit cadrage, les faibles moyens des scènes de bataille un peu étriquées par rapport à l'ambition du projet, mais ce n'est pas véritablement le sujet ici que de donner aux images le clinquant de la quincaillerie hollywoodienne. Exceptionnelle en revanche et jamais abordée de cette façon, la très juste et très belle évocation de l'amitié de Jeanne pour ses guerriers, d'abord étonné, goguenard, grossier, puis touché, bouleversé par le général de 17 ans qui les mène à l'assaut, par la sainte qui les oblige à devenir meilleurs. Le cinéaste a superbement rapporté ce mélange de rapports virils décalés, de courage héroïque, d'humour, de respect, d'émotion, d'admiration, de formidable osmose, en s'appuyant systématiquement ou presque sur les minutes du procès en réhabilitation qui vit en 1456 témoigner les survivants de l'épopée de Jeanne. Cette première partie s'achève à la libération d'Orléans sur une incroyable sensation quasi miraculeuse au cinéma, de probité intellectuelle, d'honnêteté historique, de sensibilité esthétique et de grâce surnaturelle. Voilà un joli papier de Caroline Parmentier qui invite à se prendre par la peau du dos et à se traîner dans les salles de cinématographe où on projette ce film. Oui, non oui, moi j'avais envie d'y aller, c'est moi, les je voulais 3 pas. heures, plus 3 heures qui me retiennent. Non, mais je vais y aller, là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Premier, alors, la première partie de 3 heures, oui. Mais, alors, je voudrais ajouter quand même une chose, c'est que j'ai le souvenir d'un enthousiasme aussi débordant qui n'était pas de Caroline Parmentier d'ailleurs, et qui n'était pas du tout de présent, mais qui était de la Miche. Vous vous rappelez? Oh là là! Quand la Miche nous avait dit Louis XIV, c'est formidable. C'était monstrueux. Qu'est-ce que je me là suis encore fait étrier il y a 2 jours par une auditrice qui très gentiment me téléphonait et qui me rappelait que... Ah oui, ça, alors là, je serais allé quand même sans lui, mais tout de même. Voilà. Alors donc, qu'en penser? À mon avis, si Madiran et Parmentier disent que c'est bon, c'est que ça doit quand même pas être mauvais. Vous croyez que Madiran est allé le voir? Je pense qu'il... Comment? Non mais vous plaisantez. Ah oui? Mais Jean Madiran, sous ses dehors,
comment dirais-je, d'assets, il va au cinématographe. Je vais même faire une confidence, je ne sais pas s'il sera content que je le dise, mais il est allé à Euro Disney. Il est allé à Euro Disney, parce qu'il en entendait parler. Eh bien, il a décidé d'y aller. Il est allé voir. Donc, quand Jean Madiran parle de quelque chose, c'est qu'il a vu. Voilà. Donc, alors, première chose, lisez présent. Deuxième chose, moi, je vais aller voir Jeanne. Et si c'est pas aussi bien que Caroline l'a dit, elle sera violemment punie et sermonnée, bien sûr. Mais je crois que ça doit pas être mal. Alors, dans le même numéro de présent, il y a un papier qui nous annonce la visite prochaine d'Aristide. Aristide. Vous savez, le père Aristide. Oui. Le père Aristide vient rendre visite à l'abbé Pierre. Allez, faites-nous le dialogue. Non, je vais vous lire simplement un discours là du. Mais non, parce que c'est l'accent, c'est l'accent de là-bas. Moi, je sais pas le prendre celui-là. C'est trop compliqué l'accent créole. Alors, le père Aristide, c'est le président d'Haïti. Oui. Vous savez, ce grand. Oui, ce grand démocrate. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Alors, il vient rendre visite à un autre grand démocrate qui est l'abbé Pierre. Ça se passera samedi à l'UNESCO. Et il va être reçu par le chef de l'État, Aristide, et par le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui va le recevoir aussi. Et alors, je ne sais pas s'il leur répétera le discours qu'il avait fait le 21 septembre en 1991, en arrivant au pouvoir à Haïti, enfin, alors qu'il était au pouvoir à Haïti. Il avait dit, et c'est présent qu'il cite, si vous attrapez un faux aristidien, si vous attrapez un faux, si vous attrapez quelqu'un qui n'a rien à faire là, ne négligez pas de lui donner le sort qu'il mérite. Ne négligez pas de lui donner le sort qu'il mérite. Vous avez votre outil, vous avez votre instrument, vous avez votre constitution. Il est un peu incantatoire dans son genre. Oui. Ne négligez pas de lui donner le sort qu'il mérite. Vous avez votre appareil, vous avez votre truelle, vous avez votre crayon, vous avez votre constitution. Ne négligez pas, etc., etc. Bon, il devient un peu rasoir, si j'ose dire. Vous avez monté la garde devant le pénitencier national. C'est là qu'étaient enfermés les opposants à Aristide, les démocrates, pendant 3 jours et 3 nuits. Si l'un se sauve, ne négligez pas de lui donner le sort qu'il mérite. Ça doit être une phrase qui lui plaît. À mon avis, il avait pris ça à l'école par cœur. Aux 4 coins du pays, vous veillez, vous priez, vous veillez, vous priez. Si vous en attrapez un, ne négligez pas patin couffin. Ah, quel bel outil, ah, quel bel instrument, ah, quel bel appareil. Il est beau, il est chic, il est élégant, il est chouette, il est pimpant, il est en forme, il sent bon. Partout où vous allez, vous avez envie d'en respirer l'odeur. Il est conforme à la Constitution qui dit pas de place pour les macoutes. Ceux qui leur arrivent et de leur faute, ils sont venus le chercher. Alors vous vous dites, mais le sort qu'il mérite, qu'est-ce que c'est? Et le merveilleux outil qui sent bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'ils appelaient le Père Lebrun, le merveilleux outil. C'est-à-dire, c'est un pneu qu'on place autour du corps de celui qui le mérite et qu'on enflamme. C'est pas très beau, hein. Alors le grand démocrate qui vient rendre visite à un autre grand démocrate qui est l'abbé Pierre, et je vous signale d'ailleurs, c'est rigolo, que l'abbé Pierre vient de se faire traiter de raciste dans un journal qui est le parangon des vertus antiracistes. Je citerai pas son nom puisqu'on me reproche de tout le temps le citer, mais enfin je peux vous dire que vraiment dans les vertus antiracistes on ne peut pas faire mieux. Et donc l'abbé Pierre vient de se faire traiter de raciste. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Attendez, rappelez, il faut que je me rappelle la phrase exacte. Il a dit oui, il est inadmissible de bombarder les civils, quand bien même ce sont des musulmans. Alors le journal en question, globalement, il a trouvé que c'était pas très correct comme discours. Et alors il donne sur les fesses de l'abbé Pierre, qu'il mérite bien, vieille canaille. Voilà, alors vous allez assister à la rencontre entre l'abbé Pierre et l'abbé Aristide, qui est abbé aussi, Aristide. Oui. C'est vraiment du beau monde, ça. Hein. On regrette de ne pas être invité à l'UNESCO pour les voir quand ils vont s'embrasser. Normalement, s'il y avait une justice immanente, ils devraient être réduits en cendres immédiatement par le feu du ciel. Mais ce ne sera pas le cas, vous verrez qu'ils s'en tireront très bien. C'est après qu'ils s'expliqueront. Voilà. Vous aussi, vous allez avoir un dessin de Conque qui va dire, vous voyez, ça se passe au paradis. Ah oui. L'ange qui passe le téléphone. C'est encore Beckett. Répondez-lui que non, j'y suis pas. C'est Brignol qui téléphone. Ah, tiens, à propos de Brignol, je signale 2 choses. La première chose, c'est que dans le prochain numéro du Libre Journal de la France courtoise, il y aura une interview de Brignol
un entretien courtois avec Bruno, pas du tout dans le style de ce qu'on connaît habituellement, puisque c'est très différent. Voilà. Vous verrez bien en le lisant. Et puis, la deuxième chose qui n'a rien à voir, mais je le dis tout de suite parce que je risque d'oublier, mercredi prochain, si Dieu le veut, si Dieu me prête vie. Mais non, on risque pas d'oublier. À 18h, présent dans ces studios. Jean-Marie Le Pen. Voilà. Pour un grand entretien sur la situation générale et particulière. Pip, pip. Voilà. Ça changera un petit peu d'entendre Le Pen, on n'entend pas très souvent. Est-ce que... Je le signale pour le cas où d'autres de Radio Courtoisie auraient envie de l'inviter, avant moi ou juste après. Faut pas gêner. C'est bien, 3 fois dans la semaine, ce serait très bien. Non, mais c'est ce que je dis. Donc, Est-ce que vous avez parlé d'Aramis? Aramis relaxé. Oui, Aramis avait fait un dessin qui montrait Fabius en Nosferatu le vampire. Oui. C'est ça. Et les analphabètes, qui ne savaient pas du tout qui est Nosferatu le vampire, avaient dit que c'est un dessin antisémite. Ce qui prouve que, je ne sais pas si eux sont philosémites, mais ce sont de joyeux abrutis. Et donc la justice, qui n'est pas apparemment rendue que par des crétins, a reconnu que ce dessin non seulement n'avait rien d'antisémite, mais qui n'avait rien de diffamatoire ni d'injurieux, et il a relaxé le camarade Aramis. Voilà. Ce dont personnellement je me félicite. Réconfortante leçon, dit Monsieur Madiran. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a un magistrat qui demeure honnête et indépendant, l'esprit libre de toute idéologie marxiste-léniniste. Ça, on n'en a pas douté. Voilà. Comment peut-on douter de l'indépendance des magistrats? Alors franchement, je trouve que le seul fait d'être obligé de le rappeler, c'est pratiquement à la limite du mauvais goût. Oui, je parlais en 2 mots du Libre Journal de la France courtoise, qui est un journal qui me tient particulièrement à cœur. Je signale que j'ai lancé un appel parce que nous avons été victimes d'un véritable sabotage qui nous a fait un mal terrible sur le plan financier. Et donc je lançais un appel qui n'est pas très original. Abonnez-vous, faites abonner vos amis, vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines, vos voisins, vos voisines, tout ce que vous pouvez faire. Vous envoyez 600 francs ou 500 francs ou 300 francs, vous envoyez ce que vous voulez. On vous abonnera en fonction de ça à l'adresse suivante, 139 boulevard Magenta, 75 010 Paris. Mais depuis 2 jours, et si ça se produit comme dans d'autres quartiers de Paris, ça risque de durer plus longtemps, les postes sont en grève. Pour des raisons qui sont d'une importance que vous appréhenderez facilement dans un pays où il y a quand même 3 millions de chômeurs, 4 millions de chômeurs, pour des questions de répartition de secteurs. Messieurs les facteurs sont pas contents de la répartition des secteurs, et donc ils arrêtent de distribuer le courrier. Ce qui fait que les entreprises du 10e arrondissement, il y a plusieurs milliers d'entreprises dans le 10e arrondissement, et de commerce, ne reçoivent plus aucune commande, ne reçoivent plus aucun paiement, et sont évidemment une fois de plus les victimes de cette disputation, de ces bagarres permanentes entre des fonctionnaires qui ne risquent rien et une administration qui ne comprend rien, et qui met en danger une fois de plus l'équilibre financier d'entreprises qui sont déjà fragiles, dont le Libre Journal de la France courtoise. Et National Hebdo. Et National Hebdo qui est aussi dans le 10e. Donc, je vais vous demander une chose incroyable. Il y a 2 solutions. Si vous êtes à proximité du 139 boulevard Magenta, si vous voulez apporter du courrier, apporter des chèques, apporter des abonnements, vous venez nous voir, on sera content de vous recevoir. Vous pouvez venir tous les jours pratiquement à partir de 9h30, 10h, disons à partir de 10h, et l'après-midi jusqu'à point d'heure. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez exceptionnellement utiliser l'ancienne adresse qui est dans le 19e, qui était le 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris, parce que pour l'instant, il semblerait que le 19e soit pas encore en grève. Ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je me répète, ou vous venez porter vos abonnements 139 boulevard Murat, ou Magenta 139 boulevard Magenta, ou vous les postez à SDB 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris. Exceptionnellement, on a ranimé cette boîte postale, enfin cette adresse postale. Voilà, je crois que c'est tout. On va faire venir nos invités. Attends, il y a des messages là. Oui. Il y a plusieurs messages parce que vous aviez dit la semaine dernière
que vous alliez parler de certaines choses qui se passaient en ce moment à la radio, et il y a plusieurs personnes qui disent n'oubliez pas de nous parler de ce qui vous arrive. Bon, je vais essayer de faire une explication rapide et circonstanciée. Ça peut paraître un peu bizarre, je vais commencer par une chose qui date d'1 an. Il y a 1 an, j'ai été chassé de Minutes. Bon, je peux dire que j'ai été chassé, j'ai été viré. Hein. Cette décision, à l'époque, avait été justifiée par des considérations éditoriales. On m'avait dit que mon style n'était plus celui que voulait donner la nouvelle direction au journal. J'ai su qu'en réalité, ce licenciement avait été imposé par, disons, certaines tendances de la majorité libérale antinationale et anticatholique, qui n'avaient accepté d'apporter leur soutien à la nouvelle équipe de Minutes qu'à la condition d'une rupture franche et radicale avec le Front National, rupture qui supposait évidemment que je m'en aille. Oui. Et aujourd'hui, n'importe qui peut le voir en lisant Minutes, cette rupture est consommée, Minutes n'est plus du tout un journal, un hebdomadaire proche du Front National. La publication récente d'une longue interview de Minutes de Le Pen dans Minutes a d'ailleurs provoqué des graves incidents au sein de la rédaction. Et c'est devenu un hebdomadaire de droite, de la droite, je dirais, majoritaire libérale, RPR, UDF, centriste, Philippe de Villieresque, Dominique Baudizienne, etc. Bon, c'est leur droit le plus strict et je le conteste pas. Mais ce que je conteste alors, c'est que les mêmes forces qui sont arrivées à m'éjecter de Minutes, maintenant essayent de me faire expulser de Radio Courtoisie. Et ça, c'est la 5e fois en 10 ans. Ça commence à faire beaucoup. Pas de Radio Courtoisie, mais en général, c'est la 5e fois que ces gens-là, que ces forces-là essayent de m'éjecter du siège que j'occupe. Alors au début des années 80, Jean-Claude Goudot avait rencontré Pasqua. Jean-Claude Goudot était à l'époque directeur de Minutes. Et Pasqua lui avait dit, il faut pas regarder Dobecketch, c'est un personnage dangereux, c'est un sous-marin de l'Élysée. Ce qui prouve que ce vieux marchand d'apéritifs anisés ne recule pas devant les grosses blagues. Hein. Oui. Alors Goudot, qui était un vieux copain, ça fait 25 ans que c'est mon ami, s'était contenté, et puis en plus c'est le parrain de mes enfants, s'était contenté d'un bon éclat de rire, et puis il m'avait raconté ça en se tenant les côtes. En 84, le Front National avait fait un très bon score aux élections européennes, notamment dans la région parisienne, et Pasqua et ses services de décryptage des élections en avaient conclu que, pour une bonne part, l'excellent résultat du Front National aux élections européennes était dû au fait que sur une radio libre qui existait à l'époque et qui s'appelait Radio Solidarité, le Front National pouvait s'exprimer librement, puisque j'en recevais les responsables, les dirigeants et les élus dans une émission qui se déroulait le vendredi soir. Et donc, on avait exigé, je précise d'ailleurs que cette émission, je l'avais obtenue grâce à l'intervention de Jean Ferré, qui avait dit à Bernadette d'Angevilliers Bémer qu'elle devrait créer une série d'émissions qui s'appelait Le Journal Inattendu, le Journal Attendu, et de confier cette série d'émissions à différents responsables de journaux. Et j'avais été désigné à Minutes pour assurer ce journal. Et donc j'ai été viré sur pression de la bande à Pasqua. Jean Ferré est intervenu à l'époque auprès de Bernadette Bémer en disant que c'était non seulement une faute, mais c'était une erreur. Et Bernadette Bémer, dite d'Angevilliers, a viré Jean Ferré dans la foulée. Ah ben. Parce que, bien sûr. Elle a viré d'ailleurs d'une façon assez scandaleuse, puisque je me souviens très bien qu'à l'époque, il n'avait même pas été prévenu que son émission était supprimée. Il est arrivé, si je ne me trompe pas, avec Pierre Chenu pour faire un entretien avec Pierre Chenu, et ils ont trouvé devant la porte de la radio des malabars, des gorilles des milices gaulliennes de l'époque, ou des milices chiraciennes de l'époque, qui leur ont interdit l'accès des studios manu militari. Alors, naturellement, Jean Ferré, à la suite de ça, on en a parlé, et on a créé une association qui s'est appelée le Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, et qui a été le germe de Radio Courtoisie. C'est de ça qu'est née Radio Courtoisie.
Entre-temps, j'étais resté à Minute, et en 86, Patrick Buisson est devenu directeur de Minute pour le compte d'un affairiste, un politicien de 14e zone, alors vraiment un petit crevard de la politicaille, qui travaillait pour le compte de M. Madelin, et qui, avec son fric gagné dans le gaz et les pétroles, avait acheté Minute. Et ce monsieur était bouddhiste. Alors, bouddhiste et madeliniste, inutile de vous dire que mes jours étaient comptés. D'autant que Pasqua a fait venir Buisson un dimanche dans son bureau. Il a convoqué Buisson un dimanche dans son bureau. Et le dimanche soir, Buisson m'appelle chez moi. Vous voyez, je raconte absolument tout parce que j'aime bien que les choses soient claires. Et il me dit, il faut que je te voie d'urgence. Alors, j'étais pratiquement en robe de champ, enfin en jogging, comme on dit. Je me précipite dans mon automobile à pétrole et je vais voir Buisson à l'endroit qu'il me donnait, et il me dit, voilà, je sors du bureau de Pasqua, il m'a dit que tu étais un souverain de l'Élysée, et qu'il fallait que je te vire. Et je lui dis, vire-moi. Mais il se trouve que dans la presse, pour virer quelqu'un, c'est un petit peu difficile, surtout quand il a, comme c'était mon cas, 20 ans de présence dans la maison, ça représente, pour ne rien vous cacher, à peu près 20 mois de salaire d'indemnité, plus les autres indemnités, ce qui fait que les dirigeants de Minute de l'époque, qui étaient des gens qui aimaient beaucoup le fric, ont fait un pas de côté. Et ils se sont arrangés pour me rendre la vie impossible, en publiant contre mon avis des papiers qui allaient à l'encontre de tout ce que je pensais, et en censurant mes articles, si bien que, évidemment, au bout de quelques semaines, j'ai fini par donner ma démission. Et ça leur a économisé beaucoup d'argent. Donc, je suis resté absent de Minute, mais toujours sur Radio Courtoisie qui naissait, jusqu'en 90, date à laquelle Serge Martinez a racheté Minute. Et là, Pasqua lui a pas demandé de me virer, parce que comme Serge Martinez était membre du Front National, c'était quand même, et élu du Front National, c'était difficile de lui demander de virer son directeur de la rédaction, puisqu'il m'avait embauché comme directeur de la rédaction, sous prétexte que ce directeur entretenait de trop bonnes relations avec le Front National. Puis on pouvait décemment plus utiliser la vieille histoire du sous-marin de l'Élysée. Et oui, bien sûr, je raconte pas ma vie en ce moment. Non, évidemment, je suis passé à National Hebdo entre-temps, mais vous étiez à Courtoisie et à National Hebdo, c'est vrai, mais à National Hebdo, on n'avait jamais essayé de me virer. Non, c'est moi qui suis parti pour reprendre la direction de Minute. Et puis 3 ans plus tard, Martinez, sous des pressions terribles, économiques et judiciaires, a été contraint d'abandonner le journal. Et j'en reviens à mon début, j'ai été viré de la nouvelle direction, par la nouvelle direction. J'ai donc décidé à ce moment-là de créer mon propre journal, que j'ai appelé le Libre Journal de la France Courtoise, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Libre Journal, j'aimais bien, puis ça ressemblait à ce que je faisais sur Radio Courtoisie. Et de la France Courtoise parce que, pas du tout comme on pense, parce que j'avais l'intention d'être spécialement courtois, c'est pas tellement mon genre, une plume à la main en général, mais c'est parce que ça évoquait la France de la chevalerie. Moi j'aime bien les combats de chevalerie, les armures et les batailles qui ferraillent. Et donc, plutôt que de dire de la France chevaleresque, qui aurait été un peu idiot, et un peu long, donc j'ai appelé ça de la France courtoise. Et en créant ce journal, j'étais certain d'avoir trouvé le seul moyen d'échapper à toutes les pressions politiques, je dis bien à toutes, et le meilleur moyen d'emmernuyer Monsieur Pasqua. Et apparemment, je suis très bien arrivé, parce que immédiatement, mes ennuis ont commencé sur Radio Courtoisie. Ça a été très très rapide. Alors que je suis un des 2 fondateurs de cette radio et que mon journal poursuit sur le plan culturel les mêmes objectifs, je dis bien sur le plan culturel, je parle pas de politique. Alors que plusieurs des collaborateurs de la radio sont aussi des collaborateurs du journal, jamais aucune invitation ne m'a été adressée pour présenter le Libre Journal de la France Courtoise au micro d'autres émissions que la mienne. C'est quand même assez étonnant. À 2 exceptions près, Anne Brassier et Patrick Payon, qui m'avaient invité dans leurs émissions et qui se sont fait vertement réprimander pour ça. En dépit de mes demandes réitérées à tous les directeurs d'émissions ou presque, d'être invité, je demandais à être invité pour pouvoir présenter mon journal, je trouvais quand même que ça méritait un tout petit peu d'intérêt, un journal qui était fondé sans argent, sans publicité, sans banque, sans soutien politique, par un journaliste tout seul, entouré d'une équipe de journalistes libres et indépendants et seuls,
Ça ne s'est jamais fait. Même Devey, quand il a créé Minute, il a bénéficié de l'appui du Tout Paris, de ses amis parisiens, qui lui ont versé de l'argent pour démarrer. Nous, on a démarré sans un sou, avec des abonnements pris au culot par des amis, des auditeurs de Radio Courtoisie et des lecteurs de Minute qui voulaient nous aider à créer ce journal. Bon. Ça méritait qu'on en parle. Jamais on en a parlé. Sur Radio Courtoisie, tous les responsables des publications de la vraie droite, y compris de la fausse, sont invités très régulièrement. Je ne l'ai jamais été. J'ai écrit un bouquin avec Sanders. On n'a jamais été invité en dehors de l'émission d'Anne Brassier et encore une fois de Patrick Payan. Et si je ne citais pas de temps en temps dans ma propre émission mon propre journal, pas un seul auditeur de Radio Courtoisie n'en aurait entendu parler. De même que des auteurs d'émissions se sont vus interdire de collaborer au Libre Journal, de même il est interdit aux auteurs d'émissions d'inviter au micro les collaborateurs du Libre Journal de la France courtoise. Tout ce que je dis, naturellement, je ne veux pas citer de nom, je ne suis pas là pour régler des comptes personnels, mais tout ce que je dis est vrai, ça peut être prouvé, je peux produire tous les témoignages qu'on voudra. Plusieurs personnes avec lesquelles j'étais en excellente relation, et même des gens que j'ai fait rentrer à Radio Courtoisie, se sont vus ordonner de rompre toute relation avec moi. Toutes. C'est-à-dire que c'est des gens que je voyais au moins une fois par semaine et que je ne vois plus du tout. C'est des gens que j'ai invités à ce micro pour parler de leurs livres et qu'ensuite j'ai invité à participer à mes émissions comme co-directeur d'émission, comme co-auteur d'émission, et qui maintenant ne me connaissent plus, ne me voient plus, ne me parlent plus. Je pourrais citer l'exemple de quelqu'un à qui j'ai demandé de venir dans cette émission et qui m'a dit non, je ne peux pas venir, cela m'a été interdit. Quand j'ai créé le Libre Journal de la France courtoise, j'avais envisagé de créer une rubrique à l'intérieur de ce journal qui donnerait les programmes de Radio Courtoisie. Et j'avais confié à un journaliste qui s'appelle Jean-Sylve de Ventamont le soin de contacter tous les directeurs d'émissions de Radio Courtoisie pour leur demander leur programme. La plupart, à très peu d'exceptions près, je crois à l'exception de Pierre Chaunu, puis de nos amis journalistes de Claude Giraud, quelques exceptions près, la plupart ont refusé. En disant, je ne peux pas vous donner les programmes de mon émission, cela m'a été interdit. Et je peux vous dire, et vous pourrez le vérifier, que quand vous téléphonez à Radio Courtoisie au 46 51 00 85 en disant « J'écoute l'émission de Serge de Beketch le mercredi soir, j'aimerais bien lire son journal, savez-vous à quelle adresse je dois écrire pour recevoir un spécimen ?» on vous répond « On ne connaît pas ». On ne connaît pas le Libre Journal à Radio Courtoisie? Non, pas du tout. On ne connaît pas le Libre Journal de la France courtoise à Radio Courtoisie. On ne connaît pas Serge de Beketch à Radio Courtoisie? Non, il fait son émission le mercredi soir, mais on ne le connaît pas. Alors c'est un véritable boycott. Et c'est un boycott qui est totalement immérité, parce que, je le répète, je suis un des cofondateurs de cette radio, que depuis 6 ans, je lui ai sacrifié des centaines d'heures, comme les autres animateurs et directeurs d'émissions, mais que, à la différence de certains autres animateurs d'émissions, j'avais commencé à le faire bien avant, et que, encore à la différence d'autres animateurs, j'ai contribué à cette radio, non pas seulement par mon temps, mon travail, mais par mon argent. J'ai donné de l'argent pour la radio, j'ai collecté beaucoup d'argent pour la radio, et j'ai collecté beaucoup d'argent pour la société civile immobilière qui devait être créée, qui sera peut-être créée un jour, qui est en tout cas je suppose en attente de création depuis près de 6 ans, et qui devait se rendre propriétaire des locaux de la radio. Donc je considère que, à ce titre de fondateur, de financier, de cofinancier, d'aide de la radio, j'ai droit d'avoir ma place sur cette radio. Mais tout ça s'explique parfaitement, au fond. De même que s'explique le fait que, par exemple, les résultats de l'enquête sur les goûts des auditeurs de Radio Courtoisie, qui a été diligentée il y a maintenant plus de 6 mois, ces résultats n'ont toujours pas été publiés. Ils n'ont toujours pas été communiqués, d'ailleurs, à ceux qui sont quand même directement concernés par cette enquête.
Ça s'explique de la même manière que s'expliquent très bien les innombrables provocations dont cette émission fait l'objet, jour après jour, semaine après semaine, notamment par des appels téléphoniques qui sont à l'évidence des appels provoqués, des appels suscités. Ça s'explique parfaitement également et aussi simplement que le fait que, cas unique dans l'histoire de la radio française, un juge d'instruction a été désigné pour écouter toutes les semaines mon émission, qui est soigneusement enregistrée, et chercher chaque fois le moyen d'engager des poursuites parce qu'un propos de travers aura été tenu. Jusqu'à présent, à un incident près qui est un incident d'ordre privé, il s'agit d'injures privées, il n'y a jamais eu la moindre suite. Et enfin, alors un auditeur téléphone en disant précisez par qui et par quoi vous êtes interdit. Je crois que je l'ai dit depuis le début. Moi, j'accuse M. Pasqua et ses équipes de mener contre moi une opération de liquidation politique. Et récemment, le directeur d'une lettre confidentielle professionnelle m'a téléphoné pour me dire je suis informé. Et étant donné que sa lettre confidentielle s'occupe des questions relatives à la communication et tout spécialement des radios libres, il doit savoir de quoi il parle, et il m'a dit, je suis informé que Radio Courtoisie fait l'objet de pressions énormes pour vous virer, pour supprimer votre émission, et que pour l'instant, 3 personnes se sont portées en quelque sorte à votre secours, ont pris votre défense, pas du tout à titre personnel, parce que ce sont des gens qui ne partagent pas du tout vos idées, mais au titre de la liberté d'expression et de la pluralité des opinions. Et ces 3 personnes, c'est Michel Poniatowski, Alain Griottret et le professeur Pierre de Vernejoul. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuve que ce que m'a dit ce garçon qui m'a téléphoné est vrai. Mais je connais ce garçon depuis 10 ans, il ne fait pas métier de mentir, il fait métier de donner des informations confidentielles, et d'autre part, je sais qu'il a des relations tout à fait privilégiées avec plusieurs personnes dont je viens de citer les noms. Il se trouve que je connais pas du tout Michel Poniatowski, pas du tout, je l'ai jamais rencontré, que je connais un tout petit peu Alain Griottret, que j'ai rencontré plusieurs fois, mais avec lequel je suis assez en froid depuis quelques années parce qu'on avait fait dans Minute un article qui lui avait profondément déplu, et je le comprends d'ailleurs. Il se trouve que je connais très bien Pierre de Vernejoul, avec lequel je suis en désaccord radical sur De Gaulle et sur Le Pen, mais pour qui j'ai la plus grande estime. Et je suis assez rassuré et assez content de voir que ces 3 hommes se sont, me dit-on, portés à ma défense. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée de le faire pour les remercier. Et pour les remercier de cette protection. Parce que cette protection, elle est précieuse. Elle m'est précieuse à moi, et je pense qu'elle sera utile à Jean Ferré, que je connais depuis 10 ans, et dont j'estime la capacité de travail, le courage, la détermination et l'esprit de résistance. Il va en avoir besoin dans cette affaire. Parce que je sais, pour les avoir éprouvés, à quelles extrémités sont prêts à recourir nos adversaires. Ni la calomnie la plus abjecte, ni le chantage financier, ni la menace ne les rebutent. Tout est bon pour parachever le programme qui a été ouvert de destruction des valeurs nationales et catholiques que nous représentons au nom d'une assimilation scandaleuse et répugnante avec les totalitarismes socialistes, que sont le nazisme et autres. Le véritable totalitarisme, c'est celui auquel nous assistons en ce moment. Ces gens-là se sont rendus propriétaires ou se sont assurés le contrôle de toute la télévision, on vient encore d'en avoir un exemple avec Canal+, de toutes les radios, pratiquement de toute la presse écrite. Le destin de la presse écrite, en France, repose entre les mains de 5 personnes qui commandent les finances de tous les journaux. Ce totalitarisme est tellement dément, tellement hystérique, qu'il ne peut pas supporter que, 1 fois par semaine, pendant 3 heures, une voix différente s'exprime sur une fréquence que même pas un Français sur 20 ne peut attraper. Alors maintenant, la question est de savoir si on va céder face à ces gens-là, si on va mettre genou à terre, si on va s'incliner, si on va se prosterner devant eux, ou si on va, tous ensemble, leur opposer la seule force que nous puissions opposer à cette dictature de la crapule. Cette force, c'est celle de l'union et de la résistance. Et c'est pour ça que
J'en appelle à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, y compris ceux qui ne m'aiment pas, parce que ceux qui ne m'aiment pas, ils peuvent aimer d'autres directeurs d'émission, et il faut qu'ils sachent que ce qui est en train de m'arriver, ça sera le sort des autres plus tard. Car l'objectif, c'est pas de liquider Beketch, l'objectif, c'est de liquider Radio Courtoisie. Ou de donner à Radio Courtoisie un contenu tel que ça n'aura plus de sens. Donc je vous appelle, tous ces auditeurs, à nous soutenir au maximum, à tenir bon, à nous écrire leur soutien, à m'écrire à moi, 139 boulevard Magenta, 68 rue David d'Angers, d'écrire à Jean Ferré, 61 boulevard Murat, et de nous dire leur soutien, leur amitié, et surtout leur mobilisation pour défendre cette radio. Cette radio qui est la dernière radio, la seule, à pratiquer à la fois la langue française, ce qui est quand même primordial, la liberté, l'ouverture, la franchise, le respect de l'autre et la vraie pluralité d'opinion. Il faut que vous sachiez, je le répète et je n'y reviendrai pas, que si je quitte Radio Courtoisie disparaîtra. C'est inexorable. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que ça suffit. Je crois que c'est pas utile d'en dire plus. Je voudrais simplement lire 2 lettres que j'ai reçues. Non, une lettre, voilà, que j'ai reçue, parce que l'autre est un peu longue, que j'ai reçue ce soir. Et je vous jure que je l'ai pas inventée, enfin, je suis entouré de témoins qui m'ont vu l'ouvrir. Elle était accompagnée d'un chèque de 130 francs. Et cette lettre disait la chose suivante. Paris, 22 février 94. Monsieur, pouvez-vous, SVP, m'envoyer une copie de la très belle et très émouvante émission de Monsieur de Beketch avec notamment Monsieur Console sur le Sénégal. Merci. Je suis noir, sénégalais, immigré, de gauche et presque inalphabet, mais je vous aime quand même, signé Alioune et Dia. Alors, si cette lettre n'était pas accompagnée d'un chèque, j'aurais dit c'est un gag. C'est quelqu'un qui me fait une farce. Mais quelqu'un qui fait une farce vous envoie pas un chèque de 130 francs pour recevoir à son adresse personnelle l'enregistrement d'une émission qu'il a aimée. Et cette lettre, je la dédie à tous les salauds, à tous les imbéciles et à tous les pourris qui considèrent que parce que j'aime la France, je n'aime pas les étrangers, ou parce que je suis catholique, je suis antisémite. Et je leur dis pour terminer, messieurs, je vous emmerde. Oh. Est-ce bien courtois? Non, pas du tout, mais j'ai pas du tout envie d'être courtois avec ces gens-là. Voilà. C'est pas une bonne façon de terminer un discours, mais après tout, pourquoi pas? Bah vous avez des... Enfin, ça change un peu. Les auditeurs vous soutiennent. Hein. Eh ben, ils sont gentils, je m'en doutais un petit peu. De bravo, merci, restez là, on paye notre cotisation à cause de vous, etc. Non, je crois qu'il faut payer la cotisation à cause de la radio, il faut que cette radio existe. Oui. Voilà. Quelqu'un dit que Daniel Amiche vous a fait de la publicité pour votre journal. C'est trop gentil. C'est gentil, mais c'est quand même dans votre émission, je le rappelle. Enfin... Messieurs, bonsoir. Alors j'ai en face de moi 2 personnalités connues maintenant, puisqu'on vous a vu à la télévision. Le docteur Dor et monsieur Vinnie Vermeulen. Et malheureusement, le docteur Tremblay, qui devait se joindre à nous, m'a envoyé un petit mot, enfin nous a envoyé un petit message pour nous dire que finalement il pourrait pas venir puisqu'il a une réunion de l'administration de son association de défense de la vie. Alors, je vous ai demandé de revenir, vous êtes des habitués de cette émission, aussi bien docteur Dor que Vinnie Vermeulen. Docteur Dor, je rappelle que vous êtes l'animateur, le fondateur, le créateur, je sais pas comment dire, de SES Tout Petit, c'est ça? Il paraît ça. Et Vinnie Vermeulen est le fondateur et président, secrétaire général de l'Union des Nations de l'Europe chrétienne. Et quand je dis que vous êtes des célébrités, c'est parce que vous avez été télévisé jeudi dernier dans l'émission Envoyé spécial, dans le cadre d'un reportage consacré au commando anti-avortement, comme ils l'ont dit. Alors, j'ai dit en début d'émission que cette émission ce reportage était un modèle de trucage. Par exemple, je citerai quelques exemples de trucage, de fabrication. Par exemple, les défilés de militants pour la vie sont systématiquement filmés en contre-plongée avec une caméra posée au ras du sol
est diffusé au ralenti, ce qui fait que vous avez l'impression de voir avancer sur vous une masse compacte irrésistible, et cette image est accompagnée de musique de films d'horreur. Alors, ça c'est une façon de truquer. Il y en a une autre, je ne sais pas comment ils ont fait, Docteur Dor, mais ils ont réussi à vous donner une tête d'assassin. Ils vous filment en contre-plan. Alors, il faut voir le Docteur Dor. Vous l'avez vu si vous avez regardé l'émission, mais vous avez vu le Docteur Dor avec une tête d'assassin, ce qui est extraordinaire. Et ils sont arrivés, alors, ce qui est une chose encore plus incroyable, ils sont arrivés à rendre laide Mademoiselle de Jouffroy, qui est une femme. Je ne veux pas me livrer à des commentaires qui pourraient la choquer, mais elle est ravissante. Elle est d'une beauté lumineuse. Ils sont arrivés avec un projecteur qui lui jetait des ombres sur le visage et une caméra qui était... Alors je ne sais pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont utilisé un objectif bizarre? Une caméra qui était posée de travers. On avait l'impression qu'elle était laide et méchante alors qu'elle est splendide et charmante. Donc on voit le trucage constant. Je crois que ni l'un ni l'autre, Docteur Dor et Vinnie Merveline, vous n'avez pu vous exprimer plus de, mettons, 10 secondes d'affilée. On a saucissonné votre discours, on a prélevé des morceaux de mots, des morceaux de phrases, qu'on a montés. Donc on a vu, là, on a été témoin d'une fabrication. On a vu comment la Propagandstaffel de ce régime pourri fabrique des films destinés, des reportages destinés à écraser l'ennemi, à le détruire, non pas seulement à le détruire... à le combattre, mais à l'écraser, à l'assimiler à la bête immonde, etc. Alors, pourquoi je vous ai demandé de revenir? C'est parce que maintenant que nos auditeurs ont vu le résultat de cette entreprise, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et que vous nous expliquiez, l'un comme l'autre, comment vous avez été piégés. Et comment vous avez été piégés avant, c'est-à-dire ce que vous ont dit ces propagandistes pour vous amener à vous rendre complice de votre propre assassinat, et puis ensuite comment ils ont travaillé quand ils étaient avec vous. Alors Docteur Dor, comment avez-vous été contacté par les auteurs de ce reportage? Eh bien c'était en septembre, et Renaissance catholique préparait son défilé, qu'on a vu d'ailleurs dans l'émission. Alors, permettez-moi une petite interruption, pour donner une idée du sérieux du commentaire, du sérieux du travail de ces gens-là. Renaissance catholique est présenté comme un mouvement charismatique traditionnaliste. Voilà, c'est la définition de Renaissance catholique. Un mouvement charismatique traditionnaliste. Ce qui prouve que ces gens qui veulent donner des leçons ne connaissent ni A ni B du sujet qu'ils traitent. Ils savent évidemment pas ce que c'est qu'un mouvement charismatique. Et cette seule idée que Renaissance catholique pourrait être un mouvement charismatique, moi ça m'a fait tomber les bras des mains, comme on disait de mon temps. Alors voilà, je vous laisse continuer. C'est vrai. Et alors là, nous avons rencontré Thierry qui était là, et qui avait l'intention, il nous l'a dit, et j'avoue que moi j'étais plutôt content parce que après tout, nous cherchons quand même à être connus, parce que ne pas être vu un petit peu, même je dirais de façon pénible, déformée. Et moi je vais vous dire, moi l'impression n'était pas exactement la vôtre, c'est drôle. Et je ne sais pas, il faudrait que je sois plus critique, mais je crois qu'ils nous ont plutôt rendu au service. Et d'ailleurs, ça va. Pardonnez-moi, oui, je vous en prie. Ça va peut-être les embêter plus que... Mon compliment va peut-être plus les embêter qu'autre chose, parce que ils voulaient justement faire l'inverse. Oui. Ils voulaient nous plonger dans l'horreur. Alors attendez, ça c'est un autre problème. C'est à la fin, alors. C'est évident. Ce que vous dites est parfaitement vrai, parce que il y a une telle inadéquation entre le ton dramatique de l'émission, le montage en film d'horreur et le contenu réel de l'émission, que naturellement il se ridiculise. Mais ça, c'est parce que c'est à ça qu'on reconnaît la griffe de l'autre. Hein. Il est ridicule, c'est le grotesque qu'il dénonce. Et il y a une chose qui est tout à fait significative et tout à fait exemplaire de ce hiatus, c'est l'interview qui se déroule, l'interview des gens de je ne sais plus quel établissement hospitalier,
qui, soi-disant, ont été victimes de la descente d'un commando. Ah oui, à Colombes. Alors on dit aux gens, on dit à cette infirmière, à ce médecin, alors tout ça c'est sur fond de musique d'horreur. Et alors on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le docteur dit, eh bien, vous savez, c'est absolument terrible. Ils sont entrés, et puis ils ont regardé partout, ils ont parlé aux infirmières. Alors à ce moment-là, on voit l'infirmière. Je dois vous dire, à Colombes, c'était l'horreur de notre côté. De leur côté, je ne sais pas, mais de notre côté, c'était l'horreur. On entendait l'aspiration qui se faisait derrière la porte. Et il y avait, dans la salle d'attente à côté, des femmes avec quelques hommes, je pense, qui accompagnaient ces femmes. Et on a voulu distribuer des tracts, ils se sont précipités sur nous, déchirés les tracts, sortez d'ici. Ne les écoutez pas. J'ai pu donner une médaille médaille miraculeuse à une des dames qui était là, qui a baissé la tête. Tout avait l'air terrorisé, ces pauvres femmes qui étaient là. Mais pas par nous, parce que nous, on leur faisait plutôt des sourires. Mais je vous assure, cette ambiance de pompe qu'on entendait à côté. Et ce crime, sous nos yeux presque, sous nos yeux non, parce qu'il y avait sous nos oreilles plutôt, c'était derrière la porte, et alors c'était des harpies, elles se précipitaient sur nous bousculaient, et à un moment, je veux dire, moi qui suis plutôt calme et tout ça, et à un moment, je me suis dit, vraiment ça peut pas durer, j'ai pris le bras d'une infirmière, ça je le confesse évidemment, et je lui ai fait une clé. Et mon Dieu, j'en suis encore tout heureux de cette clé parce que elle s'est arrêtée brusquement. Elle s'est dit, mais après tout, ils peuvent peut-être réagir, c'est un peu dangereux. Etc. Mais je crois que c'est la seule fois de ma vie où dans ce genre de truc, j'étais un petit peu violent. Mais enfin, ça n'a pas été plus loin. Voilà. Et justement, alors, on voit une infirmière à laquelle, toujours sur ce ton absolument dramatique, on dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et elle dit, alors, ils sont entrés, ils se sont enchaînés ici, et puis ils ont fait ça, et puis voilà. Et c'est le seul acte de violence qu'elle a pu citer, parce que c'est le seul acte de violence avec des gros guillemets qui a eu lieu, et il y en a un qui a tordu le bras d'une infirmière. Et on se sentait vraiment dans ce lieu où tous les jours on démembre, on dépaisse des dizaines de bébés. Cette infirmière, d'un seul coup, découvrait que quand on tord un bras, ça fait mal. Ça peut faire mal. Alors ça, c'était vraiment la découverte de sa vie. Tous les jours, elle découpe des fœtus, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire des bébés. Il paraît que vous êtes fasciste puisque vous dites des bébés. Il faut dire des fœtus. Moi, je vois pas bien la différence. Mais enfin, tous les jours, elle découpe des fœtus et on lui tord le bras. Et elle trouve ça très très mal. Effectivement. En plus, là, on n'était pas bien loin. On est resté dans le hall. Et puis, alors, on était à côté, effectivement, de cette machine-là. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le décalage entre la réalité des actes qui vous sont reprochés et la présentation qui en est faite rend la chose grotesque. Il y a autre chose qui était absolument d'un grotesque parachevé. C'était cette scène où on voyait une dame j'imagine, de votre association ou d'une association parallèle, qui expliquait calmement à une jeune fille qu'il fallait pas faire ça, que c'était horrible de tuer des bébés, etc. Et d'un seul coup, la fille devient absolument hystérique. Et alors, écartez les enfants de la radio, parce que je vais répéter ce qu'elle disait. Elle dit, mais en hurlant, avec le visage déformé par la haine, mais si j'ai envie de baiser, si j'ai envie de baiser, si j'ai envie de baiser. Elle était littéralement hystérique. Et cette image de cette opposition entre le calme de vos troupes et l'hystérie diabolique, démoniaque de cette bonne femme, de cette espèce de pauvre fille, c'était absolument effrayant. Et ça allait naturellement à l'inverse. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont été obligés de montrer les images que vous montriez pour vous reprocher de les montrer. Parce que ça, c'est un autre argument. C'est que un des reproches qui vous sont faits, c'est ce qui est extraordinaire, ils vous reprochent textuellement d'avoir fait un film, de présenter un film qui est un montage avec des photos soigneusement choisies et une musique lancinante, disent-ils. Or, c'est extraordinaire parce que c'est le reflet même du reproche qu'on peut leur faire à eux. C'est-à-dire qu'ils vous reprochent d'avoir adopté les techniques qu'eux-mêmes pratiquent. Donc, le résultat final n'est pas effectivement mauvais parce que, comme je le disais tout à l'heure... C'est l'arroseur arrosé. Oui, c'est un peu ça. Comme je le disais, quand on montre le docteur d'or en prétendant que c'est une brute, évidemment, c'est difficile à démontrer. Quand on montre Vinnie Vermeulen en le présentant comme une espèce de... Non, mais c'est pas gratuit l'harmonium. Attention, parce que vous n'êtes peut-être pas très cinéphile, mais le Phantom in Paradise, il y a une grande tradition des chefs de guerre fous
et des savants fous et des maîtres du monde qui jouent de l'harmonium ou qui jouent de l'orgue. Et ça, c'est vraiment c'était ça qu'il fallait montrer. C'était Winnie Wermeling, qui est le chef d'un groupe de 1700 adhérents en Europe. 1700 personnes en Europe qui sont mobilisées en permanence pour... alors pourquoi faire? Ça, c'était très intéressant, car ils ont invité Taguieff à expliquer la chose. Et le reproche qui vous est adressé, c'est d'avoir montré, d'avoir fait le parallèle entre le génocide, l'Holocauste des bébés, et le génocide et l'Holocauste des Juifs. Et ça, ils ne vous le pardonnent pas. D'ailleurs, Winnie, vous êtes particulièrement dans la cible, puisque vous avez le culot d'aller prier devant Auschwitz, chose qu'ils ne vous pardonnent pas. Oui. Hein, quelle drôle d'idée, disent-ils, d'aller prier à Auschwitz. Écoutez, on a fait ça déjà 2 fois, on le fera cette année la 3e fois, parce que nous sommes convaincus que c'est un génocide, n'importe ce qu'ils disent. Et nous sommes totalement déçus des Juifs qu'ils ne sont pas nos premiers partenaires dans ce combat. Nous avons fait des lettres recommandées aux chefs juifs en France et ailleurs. Nous les avons invités de se joindre à notre combat contre ce nouveau génocide. Eh bien, il y a à tel point pas d'intérêt qu'on nous accuse même par réception, mais qu'on nous répond dans Le Monde en première page. Hein, comme on l'a vu. Alors nous savons donc aujourd'hui parfaitement, c'est pas eux qui étaient les victimes du grand génocide d'il y a 40-50 ans, qui vont nous aider dans cette misère de génocide, mais 1000 fois plus grand. Excusez le terme. Je peux lire là une toute petite chose sans m'éterniser. Écoutez, les chiffres, on parle toujours des chiffres, hein, nous on parle de 50 millions. C'est un chiffre qui est publié dans les ministères de la Santé dans toute l'Europe. 50 millions d'enfants en 20 ans hein, dans nos pays de la communauté européenne. L'Allemagne 220 000, la France 180 000, etc. Vous pouvez le vérifier. Mais maintenant, revenons à Auschwitz, parce que j'en commence à en avoir marre aussi d'entendre toujours c'était beaucoup plus. Écoutez, je vous lis simplement un document, des chiffres donnés par eux-mêmes, et vous allez voir. À Auschwitz, selon l'Office de recherche des crimes de guerre, organisme officiel français. Attendez, Winnie, je vous arrête tout de suite, parce que c'est pas le débat. Je veux pas qu'on parle de ces choses-là. Bon, pour une raison très simple, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'est pas une question de chiffres. C'est-à-dire, si un génocide est effectué, est entamé, est mené à terme ou entrepris, que ce soit 5 millions, 6 millions, 50 millions, il ne faut pas rentrer dans cette dialectique-là parce que c'est une dialectique abominable. On n'est pas moins coupable parce qu'on a tué 6 millions de personnes que parce qu'on en a tué 50 millions. Ouais. Donc, je crois qu'il est parfaitement fondé de dire que il s'agit d'un nouveau génocide. Ça, c'est clair. Qu'il soit pas pour les mêmes motifs, qu'il n'ait pas été entrepris pour les mêmes motifs que le précédent, c'est évident. On ne tue pas des bébés parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont protestants. On tue des bébés parce qu'ils sont gênants. Alors, être gênant, c'est pas une religion. C'est pas une appartenance raciale. Et nous, je crois que le combat que nous avons à mener, c'est un combat contre cette horreur-là. Et je crois qu'il ne faut pas du tout entrer dans cette dialectique du concours en disant mais nous on en a eu plus que vous et tout. À mon avis, c'est pas le problème. Ce qui est le problème en revanche, c'est que c'est l'inversion diabolique. Car je disais qu'on reconnaît la griffe au grotesque, ça fait partie du discernement des esprits, mais on le reconnaît aussi à l'inversion. C'est l'esprit inverti et inversé. Or, quand on nous dit... Taguieff a dit une chose qui est quand même effrayante. C'est monstrueux d'oser dire une chose pareille. Il a dit les militants anti-avortement ne sont pas des militants anti-avortement en réalité, ils en ont rien à foutre de l'avortement. Ce sont des militants qui travaillent pour dédramatiser, déculpabiliser le nazisme. Parce que, disent-ils, une mère de famille qui se fait avorter, elle est dans la même situation qu'un nazi qui tue un juif. Par conséquent, ça veut dire que un nazi qui tue un juif, au fond, c'est pas plus dangereux qu'une mère de famille. Voilà ce que M. Taguieff a dit, il a répété 2 fois. Voilà où on arrive. Et là, on touche le bout du bas du banc. C'est-à-dire qu'on comprend bien maintenant pourquoi il y a cette hystérie contre vous. À mon avis, il y a 2 raisons majeures. 3 raisons, je dirais. La première est financière. C'est que le marché de l'avortement, c'est un marché formidable.
Et qu'à l'extrême rigueur, on pourrait accepter, pour toutes les raisons du monde, que certains médecins pratiquent l'avortement. Mais la moindre des choses, ce serait qu'ils ne gagnent pas de fric avec ça. Et que les médecins qui acceptent de faire des avortements le fassent gratuitement et leur service aussi. Donc il y a du fric. La RU 486, c'est une énorme affaire de fric. Et il est évident que quand un des représentants d'association fait le rappel que au Salut-Clave, c'est une branche de l'ancienne IG Farben, qui était l'industrie chimique nazie qu'on accuse d'avoir fabriqué le Zyklon B, là ça les emmerde terriblement. Là ça leur fait très 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 peur. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. Et c'est ce qu'ils vous reprochent. Alors... Mais, monsieur Ducat, pardonnez-moi, je voudrais dire quand même, pour un peu aller dans le sens de monsieur Vermeuling, que dans mon discours, ils m'ont coupé la parole quand j'ai dit qu'Hitler était un enfant. Ça venait un petit peu comme les jeux sur la soupe, si vous voulez, mais c'était précédé de quelque chose. Et là, les chiffres, comment dire, sont quand même effrayants. Parce que, vous vous souvenez que Beaulieu avait parlé pour sa pilule d'un marché en 1984 à New York. Il avait dit que le marché de sa pilule pouvait concerner environ 1 milliard de femmes. Or, 1 milliard de femmes qu'on se représente, surtout dans le tiers-monde, ça représente 2, 3, 4, 5, 6 milliards d'enfants. C'est-à-dire que là, on n'est même plus du tout dans le million, on est dans le milliard. Mais alors je dirais, mais on a le vertige. C'est quand même incroyable. Et alors, je disais qu'Hitler était un petit artisan à côté, n'est-ce pas? Et ça, c'est Beaulieu qui, avec sa pilule, qui veut, je dirais, des projets, mais froidement, n'est-ce pas? Moi, je crains pour la santé psychique ou de Beaulieu ou de ses auditeurs. Enfin, n'est-ce pas? Enfin. Non, c'est très possible. Mais alors, je voudrais maintenant me tourner vers Vigny Vermeuling pour en terminer assez rapidement avec un point qui m'a intrigué. C'est que parce que si je vous ai fait venir, c'est pas pour rouvrir. D'abord, il n'y a pas de débat sur l'avortement dans mon émission. On est contre, point à la ligne. Puis voilà, ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les femmes qui sont avortées. C'est ce qui a été dit d'ailleurs dans cette émission. Encore une fois, je veux dire, c'est exactement le même mensonge qu'à propos de l'immigration. Quand on est contre l'immigration, on nous dit, nos ennemis disent, vous êtes contre les immigrés. C'est pas vrai, on n'est pas contre les immigrés. Les immigrés sont victimes de la politique de l'immigration au même titre que nous, on en est victimes. On est contre une politique qui fait du malheur. On est contre la politique de l'avortement qui fait du malheur. On n'est pas contre ces pauvres femmes qui sont obligées, parce que rien n'est mis en place pour les accueillir et pour accueillir la naissance de leur enfant, qui sont obligées de se faire avorter. C'est tout. Voilà, ça c'est bien clair. Mais alors, donc on va pas ouvrir ce débat, mais je voudrais avoir un détail sur la préparation de l'émission, sur la technique de montage de l'émission, et sur, je répète ce que je disais tout à l'heure, je suis désolé de le dire aussi durement, mais de votre complicité avec vos assassins ou avec ceux qui ont tenté de vous assassiner, parce qu'on voit toute la période, tout l'épisode sur Auschwitz, c'est un film d'amateur. C'est donc quelqu'un du pèlerinage qui a donné ces images à France 2, à ses journalistes, enfin c'est aux auteurs du reportage. Oui. Mais comment est-ce possible? Alors Thierry Gay, il nous a contacté au téléphone, il a dit donc je suis journaliste France 2, nous voudrions faire une belle émission sur les adversaires de l'avortement parce que ça nous semble devenir un topic important. Et il a notamment dit, nous avons l'impression que les jeunes aujourd'hui acceptent moins bien l'avortement qu'il y a environ 10 à 15 ans. Donc on dirait ça peut revenir sur le tapis et nous on veut pas rater le sujet. Alors en plus m'a-t-il dit, le pape vient de sortir une grande nouvelle encyclique où il parle clairement des valeurs morales et nous on comprend bien qu'il parle bien de cela aussi. Donc tout ça va revenir un sujet et nous voudrions en parler. Est-ce que vous seriez prêt de nous faire une entrevue? Alors là il faut dire que nous à l'UNEC avec l'avortement on a compris dès le début, c'est-à-dire dès 89, que c'est le thème majeur de cette fin de siècle. C'est le thème où on est chrétien ou on n'est pas chrétien. C'est le thème où il y a un Dieu, un créateur, où il n'y en a pas. Donc c'est un thème central qui devrait réunir tous les chrétiens d'ailleurs, tous. C'est pour ça, à l'UNEC, nous on travaille avec tous les chrétiens et toute l'Europe devrait travailler là-dessus. Alors n'importe maintenant le moyen, comment se faire connaître, comment monter le thème à la conscience des gens, n'importe comment,
même s'il parle de nous, mal, nous accepterions rien que pour que les consciences qui sont quand même enfouies dans chaque poitrine de ce pays, que ces consciences-là commencent à vibrer et dire il y a quelque chose. Et je dis toujours au docteur Dor, vous savez, on est peut-être peu devant ces avortoirs, mais il y a des armées autour de nous, c'est l'armée des consciences. C'est pas un débat pour défendre vos intérêts, votre salaire, nos petits avantages fiscaux, etc., comme il y en a des milliers d'associations. Non, on est des associations pour travailler quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout petit être humain, le plus innocent, le plus fragile, pour lequel on se met debout et on dit non. Et je trouvais magnifique la phrase de la semaine dernière de vous, monsieur le docteur, quand vous avez dit, tant qu'il y aura encore un avortement en France, il y aura nous sur le chemin. C'est ça. Monsieur de Becquet, est-ce que vous me permettez de rappeler, il a dit que l'avortement est une chose centrale. Je voudrais y insister à nouveau. C'est pour moi une découverte, je crois que je l'ai déjà dit ici, vous me direz c'est une répétition, mais je trouve que ça a tellement d'importance. Je puis vous dire que ce document a été choisi, trouvé par Arnaud de Lassus, qui me l'a communiqué. Et c'est le suivant, vous le connaissez sans doute, mais vraiment il est incroyable. C'est ceci, je répète sans changer les mots. C'est une déclaration qui a été faite par le planning familial en juin 1978, et c'est celle-ci. Incroyable, vous allez voir. Si nous militons pour le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, ni par malthusianisme, entendez pour des raisons démographiques, parce que c'est trop nombreux, donc ni par malthusianisme, ni pour améliorer l'état sanitaire, mais ça avait été, rappelez-vous, améliorer l'état sanitaire, ça avait été le prétexte de la loi Veil, pour rendre service aux femmes. Donc ce n'est ni par malthusianisme, ni pour améliorer l'état sanitaire, mais alors pourquoi? À quoi ça sert depuis l'enfant? Et là on est au cœur du problème. Eh bien, il dit ceci en substance, pour changer les comportements traditionnels. La femme tue son enfant parce qu'elle ne peut pas faire de plus grand sacrifice à la révolution que de tuer son propre enfant. On retrouve le serpent qui s'adresse à Ève et qui lui dit, vous serez comme des dieux, c'est vous qui décidez maintenant des bien et du mal, ce n'est plus Dieu, c'est vous. C'est exactement ce que disent ces messieurs ou ces dames, n'est-ce pas, ces féministes, qui vous disent que il faut tuer son enfant, que c'est une femme qui tuerait son voisin est moins coupable que de tuer son propre enfant. Parce que cet enfant, Dieu lui avait donné à sa charge. Et c'est là. Et alors, évidemment, si Ève s'est adressée, pardonnez-moi, si le serpent s'est adressé à Ève, et plutôt qu'à Adam, c'est que Ève, c'est évidemment c'est l'enfant, c'est la culture, c'est la tradition, nous y sommes. Donc, en pourrissant la femme, ils pourrissent toute la civilisation, c'est ce qu'ils veulent. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Si Vini va me dire un mot, mais... Parler des hommes dans cette affaire. Je crois que ce que vous venez de dire, docteur Dor, est extraordinaire. C'est le secret, c'est la clé. Mais ça vient du planning. Ça vient du planning. C'est Satan. Merci d'avoir dit lui-même. Alors les hommes, parlons-en des hommes aussi. Je trouve qu'ils sont drôlement absents de ce débat. En fait, vu de l'extérieur, ils sont très peu concernés par l'avortement. Si l'on veut, cela ne les occupe pas plus qu'une demi-heure, n'est-ce pas? Le reste des 9 mois, c'est la femme à assumer le résultat. Pourtant, ces messieurs, ce sont eux qui suggèrent l'avortement à leurs femmes, à leurs concubines, à leurs secrétaires, qui le légalisent en majorité au Parlement, qui l'exécutent en majorité dans les avortoirs. Eux, ils se comportent comme pense Pilate, ils se lavent cyniquement les mains en déclarant c'est l'affaire de la femme. Mais en vérité, ils tirent toutes les ficelles de ces assassinats, tout en poussant la responsabilité vers la femme. Je trouve que Lech Walesa a très bien fait en envoyant les avorteurs en prison et non pas les victimes, les femmes. Et je me félicite que ce soir, aujourd'hui, ici autour de ces micros de Radio Courtoisie, nous sommes 3 hommes à nous insurgir contre ce crime masculin. Merci Vini. Alors, un dernier mot. Je rappelle que, docteur Dor, vous comparaissez devant les tribunaux le 9 mars. Le 9 mars à 13h30. À 13h30 à Nanterre. Tribunal de grande instance de Nanterre, RER, Nanterre Préfecture. Nanterre Préfecture. C'est à 10 minutes de l'Étoile. Hein. Oui, très vite fait. Nous sommes 7 à comparer. Permettez-moi, juste une petite chose. Nous avons une manifestation avec rendez-vous à la médaille miraculeuse comme d'habitude, le samedi 5 mars et le samedi 17 mars.
dans des endroits différents. Ces manifestations sont légales. Le rendez-vous est à 8 heures du matin et évidemment nous tenons à avoir le plus grand nombre possible et nous ne risquons rien puisque la police reste devant le centre d'avortement. Il n'y a pas de prise d'identité. En plus, s'il y avait des opposants, nous serions protégés. Donc venez le samedi 5 mars, 8 heures du matin, à la médaille miraculeuse pour la messe, départ à 8h40, et le samedi 12 mars, ceci encadre le 9 mars, donc où nous serons confrontés avec la justice française. Merci docteur. Merci Vinnie Vermeuling. Un mot quand même avant, à propos du prochain pèlerinage, est-ce que vous avez des dates? Non, je voudrais juste ajouter un mot, justement pour l'équipe du Docteur d'Or. Si déjà nous, chrétiens, nous restons chez nous et nous observons par la télé et par Radio Courtoisie ce qui se passe avec ces formidables gens qui se battent pour nos idéaux, je crois la moindre des choses, ça sera leur payer les frais de procès et les frais d'avocat. Alors où est-ce qu'on peut vous aider pour ça? Eh bien, comment dire, ah mon Dieu, je connais pas exactement. Je ne sais plus exactement quelle est la référence. Enfin, voilà ce qui va se passer. Notre association va être déclarée, et donc nous pourrons toucher... Parce que, pardon de vous couper une seconde, mais dans le reportage, il était indiqué aussi comme une chose extraordinairement mystérieuse et pleine digne de soupçons et de suspicions que votre association n'était pas déclarée. Je signale une chose à nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, c'est qu'au cours des 70 années de son existence, le Parti communiste en France n'a jamais été déclaré sous aucune forme que ce soit. Jamais. Vous saviez ça? Non. Et ça n'a gêné personne, apparemment. Mais enfin, là, je vais vous dire, effectivement, on aurait quand même envie de se déclarer, ne serait-ce que pour recevoir les dons. Alors, je pense que dans 3 semaines, si on met SOS Tout Petit, nous aurons un compte chèque. Je ne peux pas donner encore de références bien précises. Ou alors, c'est dans mon sac, là. Orgavi. Eh bien, donnez une adresse. Si écoutez, alors, 11 rue Tronchet, Orgavi. Orgavi, 11 rue Tronchet dans le 8e arrondissement. Paris. Voilà. Merci docteur, merci Vinnie. Et pour conclure, je donnerai la parole à une auditrice. Beketch nous casse les pieds avec l'avortement. Eh ben, je suis très content, c'est exactement pour ça que je le fais. Voilà. On écoute un tout petit bout de musique juste pour changer d'ambiance. J'ai reloué la chambrette, je l'ai paré C'est un peu ambigu, Valérie, cette présentation. Tu vas rire de moi, j'ai reloué la chambrette. Pour vous recevoir, c'est quand même un peu... C'est la cuisinière, moi. Oui, c'est vrai, c'est plutôt... Tu vas rire de moi, j'ai reloué la cuisinière. Alors, Valérie Delahaye, alias la mère tranquille. Agitée. La mère agitée, pardon. Oui, alors, expliquons pourquoi. Autrefois père tranquille, maintenant mère agitée. Voilà, parce que un beau jour, Jean Nourigat a dit je vais prendre des vacances, et donc il a placé dans sa maison Valérie Delahaye, qui l'a remplacée. Et je ne sais pas quel farceur a eu l'idée de dire que ce restaurant qui s'appelait le Père Tranquille, du coup, était devenu la mère agitée. Ça a duré 1 an, et puis apparemment Valérie a pris goût à ça, puisque quand Jean Nourigat, ayant terminé son année sabbatique, a repris les rênes de son Père Tranquille, qu'il fait fonctionner depuis quelques jours, 30 avenue du Maine, c'est ça? 30, 42, 22, 88, 12. Voilà. Ça, vous vous rendez compte? C'est quand même drôlement confraternel, ça. 42, 22, 88, 12. Elle fait de la publicité à un concurrent. Alors, du coup, Valérie, vous vous êtes sentie impliquée dans cette belle corporation de la restauration. Jean-Pierre Coff de nos idées. Et vous avez donc ouvert un établissement. J'ai fait ouvrir un établissement le 1er mars. Le 2 mars, si les travaux sont terminés. Où? L'estaminet se tiendra au 21 rue Campagne Première. Alors, il faut noter l'adresse tout de suite. Alors, 21 rue Campagne Première. L'autobus 91 s'arrête en annonçant Campagne Première d'une voie d'aéroport. Et le restaurant va s'appeler comment alors? La Mère Agitée. Ah oui. Alors, 21 rue Campagne Première. Est-ce qu'il y a, en dehors de l'autobus, combien? 91? 91 et 68. Et est-ce qu'il y a un métro, puisqu'on dit... Raspail. Métro Raspail. Bon. Il faudra inviter Jean, naturellement, à la il est invité. Alors, je vous ai invité pas pour vous annoncer l'ouverture du restaurant, parce que j'avais pas besoin que vous veniez, on aurait pu le faire, mais parce que je crois que, si j'ai bien compris, vous avez une idée très rigolote. Oui, j'ai pour lancer le restaurant. J'ai une idée parce que comme je ne suis pas
Pas voleur, pas sorti de prison, pas avec 15 enfants, Pas député. pas avec des ressources extraordinaires, pas avec des fausses factures. Je manque de moyens offerts par la République. Et donc j'ai une idée un peu qui me semble sortir de l'ordinaire, qui consisterait à emprunter à des gens et l'emprunt serait remboursé en repas. Alors, plus précisément, si j'ai bien compris là, ce que vous voulez faire, vous voulez prévendre, en quelque sorte, des repas. C'est-à-dire que vous dites aux gens, si vous faites vos repas d'entreprise dans mon restaurant... D'entreprise ou de communion, ou de baptême, ou de mariage, ou de copain, ou comme ça, vous prenez en quelque sorte un crédit de repas dans la maison, un crédit qui peut être de 500 000 francs, de 5 000 francs, de 20 000 francs, bien sûr. 500 000 francs, oui, pas tout le monde en même temps. Hein. Un crédit de repas qui peut être de 5 000 francs, 10 000 francs. Voilà. Et ça veut dire que il sera, vous viendrez déjeuner quand vous voudrez dans le restaurant, c'est ça? Absolument. J'ai préparé déjà des petits bons. Voilà. Alors les repas, pour que je ne fasse pas la tête à tous ceux qui viendront avec un ticket repas, le ticket est prévu 20 non compris. Comme ça, au moins, j'aurai un petit sou. Oui. Un petit peu de sous pour faire tourner la boutique le lendemain. Et pour chaque personne. J'ai calculé, je crois que c'est un intérêt de l'ordre de 20%. Pour chaque personne qui me prête 5 000 francs, il y a 6 000 francs de repas. Et alors, évidemment, pour 10 000 francs, c'est 12 000 francs. Et... c'est très très bien comme système, c'est un système rigolo comme tout. Ça y est que chez nous qu'on a des idées comme ça. Au moins, c'est original. Donc ça vous épargne de faire appel au refus des banques. Oui, au refus des banques, et puis ça m'évite d'aller dans le métro aussi, avec une pancarte, oui. Mon mari est en prison, je suis au chômage, j'ai 15 enfants. Donc, si on veut déjeuner chez la mère agitée, on peut aller déjeuner comme dans n'importe quel restaurant en payant son repas. Et quand la facture est de 200 francs, elle est de 200 francs. En revanche, si on veut, on peut acheter d'avance pour X 5 000 francs de repas, auquel cas, même 2000, même 1000, et auquel cas, on touche, on peut déjeuner pour... Si on paye 5 000 francs d'avance, un petit peu pour 6 000 plus que francs, pour ce qu'on a donné. Voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'on a un statut un peu particulier. On est encore mieux reçu que quand on vient à 5 ou 6, on doit avoir une bouteille de champagne. Au moins. Oui, c'est ça. Une bouteille de vin de Loire, gracieusement offerte par la maison. Elle va réussir, elle veut absolument vendre du vin de Loire et économiser sur le champagne. Ouais. C'est le geste qui sauve l'agriculture, c'est une façon de sauver l'agriculture, voilà, de vendre du vin. Sauver l'agriculture. Vous savez, il y a un très très bon argument, j'ai vu, c'est mon fils qui m'avait raconté ça, c'était sauver un arbre, tuer un castor. C'est joli comme slogan, non? Voilà. Alors donc, ce restaurant, la Mère Agitée, 21 rue Campagne Première. Le téléphone est le 43 35 56 64. Et pour tous ceux qui auraient envie de réserver à l'avance... Réserver à l'avance, c'est bien, oui. Oui, non, c'est plus difficile de réserver après, c'est vrai. On peut toujours m'appeler chez moi, où j'ai un répondeur fort aimable. C'est le 43 36 61 54. 43 36 61 54. C'est votre garde du corps qui veut absolument parler dans le micro. C'est interdit. Vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas le droit de parler. Je tiens à préciser pour nos amis que le Cœur Montjoie me fera l'honneur d'animer tous les premiers mercredis du mois de sa présence l'établissement. Très bien. Alors voilà, la Mère Tranquille, c'est la Mère Agitée, c'est la nouvelle adresse de la famille. Je rappelle, 21 rue Campagne Première. Téléphone 43 35 56 64, 43 36 61 54, avec une idée très rigolote de lancement. Si vous avez envie de participer au financement de ce restaurant et de faire des économies sur vos additions, eh bien, vous contactez Valérie Delahaye à ce numéro et vous lui expliquez que vous êtes partant. Cuisine traditionnelle, évidemment, pas de... Oui, pas de nouvelle cuisine non plus. Merci Valérie. Merci Serge. Monsieur Marc Dem, êtes-vous avec nous? Je suis avec vous. Alors, ça me donnait de l'appétit d'ailleurs. Oui, moi je trouve que c'est une idée rigolote comme tout, ça. Donc vous allez nous parler des dernières nouvelles de notre Sainte Mère d'Église, ou plutôt de l'administration de cette Sainte Mère, ce qui n'est pas quand même tout à fait la même chose, qui sont donc des informations extraites
de votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum et dont je rappelle qu'on peut obtenir un spécimen en envoyant une carte de visite à l'adresse suivante, boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Marc, une question. Maintenant, ça doit faire, je sais pas, 2 ans qu'on répète ça toutes les semaines. Oui. Est-ce que vous avez toujours des demandes de ça spécimens? continue, c'est constant. Ça, c'est chaque semaine, il y a ça des prouve demandes. quand même que il y a de nouveaux auditeurs toutes les semaines. Eh oui. C'est bon signe, ça. Oui. Ou des gens qui se décident. Oui, c'est ça. Enfin, donc c'est bien, voilà. Ça sert à quelque chose. Eh oui. Alors, quelle nouvelle allez-vous nous apprendre? Eh bien, vous savez qu'il y a toujours un grand sujet dans chaque numéro, et dans le numéro dernier, j'avais abordé le sujet de la communion dans la main, qui revient, qui est toujours d'actualité, puisque on continue à distribuer dans les églises conciliaires ce fameux texte de Saint Cyril de Jérusalem, docteur de l'Église, expliquant comment il faut faire pour communier dans la main. Or, ici, dans le numéro qui paraîtra samedi, je donne des informations que beaucoup de gens ne connaissent pas et que pour la plupart je ne connaissais pas non plus, mais qui m'ont été fournies par des chercheurs sur ce fameux texte. Eh bien, ce fameux texte, c'est un faux, tout simplement. Il n'est pas de Saint Cyril de Jérusalem, mais de son successeur, Jean de Jérusalem, qui était arien. Ah, nous y voilà. Arien, attention, il n'était pas membre de la Waffen-SS. Il était arien au sens de l'arianisme, qui était une hérésie qui niait la divinité du Christ. Qui niait le caractère divin de la personne du Christ. Donc de l'hostie, bien Alors évidemment, entendu, si le Christ n'est pas Dieu, l'hostie n'est rien du tout, c'est un morceau de pain. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut le recevoir dans la main. Ça, je vois pas. Oui. Ou alors, ça serait quand même curieux. Et alors, qui plus est, ce texte qui est toujours cité et qui est publié, qui a fait partie même de l'instruction apostolique du pape Paul VI à l'époque, pour lancer la nouvelle messe, eh bien, ce texte est tronqué. Il n'y a pas la fin. Et la fin c'est ceci: touche avec le saint corps tes yeux. Tant que tes lèvres sont humides du précieux sang, passe ton doigt dessus, touche avec tes doigts, et sanctifie ton front, tes yeux et tes autres sens. Eh bien, ça, c'est une chose qui est pire encore, qui est gnostique. Jamais l'Église n'a enseigné des choses pareilles, et jamais le Christ n'a dit qu'il fallait se frictionner avec les saintes espèces. Oui, il n'a pas dit prenez et lavez-vous avec ça. Mais oui. Or, l'attouchement des yeux est un principe, est une pratique gnostique, parce que de cette manière, on devient voyant, c'est-à-dire on acquiert la connaissance dans le sens de la gnose. Ouais. Donc voyez-vous, c'est quelque chose quand même d'assez... Très intéressant. Et ça, vous le publiez donc, j'imagine, tous les détails de cette affaire dans le prochain numéro de Iota Unum. Passionnant. Autre chose qui ne le sera pas moins, j'imagine? Oui, alors, vous savez la photo qui a été prise de Christ par une religieuse kenyane, vivant dans l'ordre de Monseigneur Milingo, l'ancien évêque de Zambie, un ancien archevêque même de Zambie. Eh bien, cette photo diabolique a une suite, l'histoire a une suite. C'est que... Attendez, il faut donner plus d'explications parce que... je rappelle. Il faut rappeler parce que, visiblement, Philippe Varlet n'est pas au courant. Alors, si lui n'est pas au courant, je pense qu'il doit y avoir quelques centaines de milliers d'auditeurs qui pédalent dans la semoule. Oui, nous en avions parlé il y a 2 numéros. Alors, donc une religieuse voit le Christ, enfin une apparition, et puis Monseigneur Milingo lui dit prenez cet appareil photo, la prochaine fois, photographiez-le. Alors elle le photographie, et c'était en 1987, fin 1987, et tout récemment, en Italie, paraît un livre où est reproduite cette photo. Alors tout le monde de dire, c'est formidable, on a photographié le Christ pour la première fois. Or, ça passe à la télévision. Et moi, j'ai cette photo, elle est affreuse. Ce Christ, c'est un dément. Il a des yeux épouvantables. Donc, je n'y ai absolument pas cru sur le moment. Mais voici que, après l'émission télévisée, tout encadré, c'est la même. Elle est identique. Et elle en parle, et on fait des recherches, et on trouve dans un vieux numéro
d'un hebdomadaire qui s'appelle Stop, un vieux numéro de 1970. Oui. On retrouve la photo du cordonnier car il avait inventé une semelle orthopédique. Alors, on l'a pris à son échoppe et derrière lui, au mur, il y a la fameuse photo. Oui. Et on ne sait pas quelle est l'origine de ce document. Si, parce que cette dame Graciella Grassi, se souvient que son père lui avait dit, ça a été pris au cours d'une séance de spiritisme. Oh là là, très étonnant aussi. Autrement dit, on croyait avoir Dieu, on a le diable. Ouais. Eh bien, Marc, exceptionnellement, étant donné l'usure du temps, je ne vous donnerai droit qu'à 2 informations, mais étant donné leur intérêt, je pense qu'elles en valent largement 3. Oui. Et puis, ça ne fera qu'inciter nos auditeurs à commander un spécimen de Iota Unum en écrivant, je le répète, boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Et je vous dis, mon cher Marc, à la semaine prochaine. Eh bien, la semaine prochaine. Et Daniel Amiche a la gentillesse de m'abandonner quelques petites minutes pour faire les annonces que je ne pourrais pas faire en fin de journal. Mais c'est exceptionnel, Serge. C'est très exceptionnel. Alors, je voudrais d'abord dire que on me signale que Pierre Dandré a fait un très très bon compte-rendu de la Jeanne dans Rock, ce qui ne m'étonne pas du tout. J'ai pas l'adresse de Rock, c'est à Houille, mais... C'est Pasteur, rue Pasteur peut-être. Enfin, je ne l'ai pas en tête. Si quelqu'un pouvait la signaler... Si quelqu'un peut s'y aller, il appelle et puis je le donnerai tout à l'heure dans les brèves. Il faut lire Rock. Bon, là, j'ai pas lu le dernier numéro, mais c'est formidable ce qu'ils font, Pierre et Violette Dandré. Non seulement Rock, mais aussi les réflexions d'une chrétienne. J'ai signalé la semaine dernière que nos amis du paysan chrétien, nos amis les paysans chrétiens, qui font de la bonne nourriture, eubiotique, comme ça que ça s'appelle. C'est encore mieux que biologique. C'est super biologique. C'est vraiment un truc... Et c'est pas plus cher? Non. Non, bah alors ça va. C'est tellement léger que pratiquement l'impression d'avoir rien mangé. Et non, mais en plus c'est délicieux. C'est marrant, c'est des carottes qui ont le goût de carottes. Je suis sûr que tu as complètement oublié ce que c'est. Complètement. Bon, ben voilà. Mais alors tu t'adresses à... Non, j'ai horreur des carottes. À Abia. Oh, ça m'aurait étonné. On m'a dit du mal de toi, mais alors je vais commencer à le croire. Quelqu'un qui n'aime pas les carottes ne peut pas être bon. Donc, le paysan chrétien... Sauf le lapin, un civet, qui est très bon et qui aime les carottes. Avec des carottes, dans le civet de lapin. Décidément, il faudra que je t'apprenne à faire la cuisine. Donc, j'avais indiqué qu'ils ouvraient un local 116 rue Legendre, mais donc il est ouvert ce local. On va y trouver bientôt d'ailleurs le libre journal de la France courtoise, parmi les carottes. Entre une botte de carottes et un tas de navets. C'est eubiotique aussi, le libre journal de la France courtoise? C'est un journal complètement biodégradable. La preuve d'ailleurs ce matin, un lecteur a téléphoné en disant est-ce que vous pouvez être gentil de me renvoyer le numéro 28 parce que mon chien a bouffé mon exemplaire. Donc tu vois que... Alors l'adresse c'est... Alors 116 rue Legendre, le paysan chrétien. C'est dans le 17e je pense. Oh, ça doit être ça. Et alors en plus, bonne nouvelle, ils ont un stand, ou je sais pas quoi, probablement une charrette, tous les vendredis matins, rue Saint-Charles, au marché de la rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement. Pas une charrette, s'il te plaît, Serge. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, tu n'aimes pas les charrettes. Voilà, donc si vous voulez des carottes qui sentent la carotte, des navets qui sentent le navet, et des andouilles qui sentent ce que doit sentir l'andouille. Mais ils vendent pas d'andouilles. Puisqu'on parle de nourriture, et alors là, sans rire, vous savez que, naturellement, quand l'abbé Pierre demande du fric, il faut surtout pas lui donner, hein, ça c'est évident.